Je vais traiter d'un sujet qui est assez vaste, qui englobe un certain nombre de sujets qui ont déjà été abordés au cours de ces 2 jours. Je pense que si jamais je vais rappeler les choses une seconde fois. Je vais commencer. Je pense que la carrière d'un cheval de complet, c'est quelque chose qui se gère sur le long terme. C'est très difficile d'arriver au haut niveau et ensuite c'est encore plus difficile d'y rester. On est dans une logique de long terme avec une capitalisation, mais également avec une utilisation du cheval à plus haut niveau, donc une sorte de consommation. C'est toujours en essayant d'essayer de garder le cheval au top le plus longtemps possible qu'on arrive au meilleur résultat. Donc le but c'est d'entretenir ce cheval et je vais aborder les différentes causes de contre-performance ou de baisse de performance par appareil en essayant d'apporter des solutions pour leur prévention au jour le jour. Donc en commençant par l'appareil respiratoire. Respiratoire, c'est une des principales causes de contre-performance chez le cheval en compétition, que ce soit le cheval de course ou le cheval de concours complet. Différentes parties de l'appareil respiratoire peuvent être touchées, les voies respiratoires, donc le nez, la gorge, la larynx, mais également les poumons, donc les voies respiratoires profondes. On peut également distinguer 2 types d'affections, les affections inflammatoires purement et les autres, donc infectieuses, qui sont dues à des maladies type la grippe ou des rhinopneumonies. Donc en commençant par les maladies inflammatoires, donc elles vont, par les phénomènes d'inflammation, d'irritation, affecter la physiologie des muqueuses et des surfaces d'échange. Par surface d'échange de gaz, j'entends des poumons. Ces maladies peuvent être, sont dues promues par des facteurs de risque qui sont clairement identifiés dans la littérature scientifique, qui sont le stress. Un cheval en compétition, il est cambré, il est tendu, donc il a des mécanismes de stress qui se mettent en place. Le transport a été identifié comme un facteur de risque, notamment quand les chevaux sont pendant des longues périodes, la tête en l'air, un peu de nez au vent parfois. L'épithélium respiratoire fonctionne bien et l'élimination des causes de maladies est affectée, donc il y a un problème à ce niveau-là. Enfin, au jour le jour, c'est le logement, donc le fourrage, les litières, l'aération des bâtiments qui peuvent être un facteur de risque pour l'apparition de ces maladies. Donc, en prévention, il faut vraiment contrôler l'environnement, éventuellement mettre les chevaux qui toussent sur copeaux, éventuellement mouiller leur foin. Voilà. Et puis pour le transport, la tête en l'air, je ne dis pas qu'il faut mettre le cheval la tête par terre parce que dans un camion c'est pas évident, mais lui donner des doses ou ce genre de choses. Donc, pour les maladies infectieuses, donc, en parlant des voies respiratoires supérieures, donc c'est les maladies qui vont être impliquées, c'est principalement la grippe et la rhinopneumonie. Donc les signes cliniques, c'est un cheval qui a l'œil qui coule, qui est un petit peu plus apathique que d'habitude, une baisse d'appétit, et quand vous prenez sa température, vous pouvez avoir un pic d'hyperthermie, mais qui est souvent, vous passez à côté parce que 2 jours après, il n'y en a plus. Donc c'est une maladie qui est fréquente, hein. Il y a tous les ans des foyers de grippe sur les courses, sur les centres d'entraînement. C'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre très au sérieux et c'est indispensable de vacciner. La FEI recommande un protocole de vaccination que je pense qu'il est préférable de suivre, surtout si vous faites du concours à haut niveau. Et dans un deuxième temps, ces recommandations sont celles des fabricants de vaccins. C'est une vaccination 2 fois par an. Pendant très longtemps, on a estimé qu'il était suffisant de vacciner 1 fois par an, mais je pense que c'est une erreur. Les dernières études montrent que le taux d'anticorps produit par la première vaccination réduit significativement après 6 mois. Et donc, le protocole que je recommande, c'est 2 injections pour la primo-vaccination entre 3 semaines et 3 mois, puis une injection à 6 mois après la première injection, puis tous les 6 mois. La FEI ne vous laissera pas partir le cheval si la dernière injection n'a pas été effectuée dans les 6 mois qui précèdent
la participation au concours et dans les 7 jours, et que ça doit être fait 7 jours avant la compétition. Le problème de vacciner un cheval 7 jours avant la compète, c'est que vous allez stimuler son système immunitaire et vous allez le rendre un peu moins performant. Donc je recommande de vacciner dans les périodes un peu creuses, quand votre cheval n'est pas forcément au top de son... Enfin, il n'est pas près d'une échéance importante. J'ai parlé tout à l'heure de la rhinopneumonie. C'est une maladie qui n'est pas à vaccination obligatoire, mais qui provoque le même type de symptômes. Je ne dis pas que ça va protéger votre cheval complètement contre la rhino, mais ça va en tout cas en atténuer les symptômes et les conséquences à long terme. Donc c'est à peu près le même protocole. Je vous conseille de les faire tous les deux en même temps, comme ça vous êtes tranquille. Donc les autres vaccins vraiment à respecter, surtout sur les chevaux qui font du complet, les blessures ça arrive tout le temps et le tétanos, il y a des chevaux qui en meurent, donc c'est vraiment important de vacciner. Les protocoles sont assez variables, mais je pense qu'une fois par an, comme ça vous êtes tranquille. Et puis les chevaux qui vont voyager, la rage c'est toujours actif en Espagne par exemple, donc vacciner. Voilà. Donc passant de l'appareil respiratoire à l'appareil digestif, j'étais à la conférence ce matin que j'ai trouvé très intéressante. Et une des notions, c'est que c'est pas en mangeant du lion que vous allez devenir un lion. Donc par là, je veux dire que c'est pas en donnant des potions magiques que votre cheval il va sauter plus haut que les autres et il courra plus vite que les autres. Par contre, il y a des principes de base à respecter et si ceux-là par contre ne sont pas respectés, vous pouvez produire ça peut être une cause de contre-performance. Donc le but de nourrir un cheval de complet, c'est d'abord de lui apporter l'énergie et l'énergie pour être performant en compétition, mais également entretenir sa masse musculaire et donc par l'apport de protéines notamment, mais également favoriser son fonctionnement, et ça va être permis par tout un ensemble de sels minéraux, de vitamines qu'il faudra apporter en quantité suffisante. Donc ça c'est des apports. Après il y a la manière dont le cheval assimile ça et l'utilise au jour le jour, donc c'est la manière dont il va absorber. Donc je vais aborder ça dans un second temps. Et enfin, il y a le contrôle de tous ces paramètres qui me semble primordial. Donc l'énergie, il faut savoir qu'un cheval au pré, il vit très bien, il mange de l'herbe toute la journée, il n'a pas de colique, pas d'ulcère, il est réfugé une fois par an, tout va bien. Le cheval de complet, c'est complètement différent. Pour courir vite, il faut qu'il mange 2 fois plus que son copain qui est au pré. Et donc, il y a des besoins énergétiques qui ne peuvent pas être fournis par le fourrage. Cependant, il est vraiment important de commencer votre ration par des fourrages, et notamment des fourrages de très bonne qualité. Ça permet déjà de faire des économies en termes de concentré et en plus d'avoir une flore intestinale qui fonctionne à l'optimal. Enfin, les céréales, donc, traditionnellement, c'est la source primaire d'énergie. Cependant, des études montrent que l'excès d'amidon provoque des variations acido-basiques dans votre intestin grêle et dans la partie où les fermentations se passent, dans le côlon et dans le sécom, et qui ne produisent pas une digestibilité, une digestion, une assimilation des aliments optimale. Donc il faut essayer d'apporter ces glucides, mais essayer de limiter en quantité. La manière de respecter les quantités d'énergie nécessaires, c'est l'apport d'huile. Donc aux États-Unis, ils utilisent beaucoup l'huile de maïs parce que c'est facilement disponible, mais en France c'est beaucoup plus compliqué. Donc l'huile de base, Isio4, c'est très bien. Colza, alors nous on n'aime pas l'odeur, mais peut-être les chevaux aiment bien. Donc après il faut voir un peu ce qu'ils aiment au jour le jour. On peut aller jusqu'à 500 ml par jour pour un demi-kilo, quoi. Et donc ça c'est progressivement parce qu'il faut quand même habituer la flore intestinale à digérer ça.